Bonjour, c'est parti pour cet après-midi de conf autour du cloud. Et pour le premier créneau, je vais inviter Horatio. Horatio, si je le trouve, voilà. L'espagnol perdu en Bretagne, C'est ça. il arrive. Donc Horatio qui travaille chez OVH, vous avez dû sûrement le voir à d'autres conférences pour les Lillois au Devfestil par exemple. Donc je vais laisser Horatio la main pour présenter son sujet. Vas-y Parfait. Horatio. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Et sur un malentendu, ça va marcher. Voilà, je suis ici pour vous parler des opérateurs Kubernetes. Pourquoi les utiliser? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et un petit retour d'expérience de comment on les utilise côté OVH Cloud. Donc, hop. D'abord, je vais me présenter brièvement, même si Emmanuel a déjà fait le travail. Donc, je m'appelle Horacio González. Vous l'apercevez sans doute à l'accent, je suis espagnol. Ça fait plus de 20 ans que j'habite en France et ça fait 20 ans tout juste que je suis en Bretagne, dans les Finistère, donc j'habite à Brest, à côté de Brest. Je suis DevRel chez OVH Cloud, je m'occupe des relations avec les développeurs et je suis aussi assez impliqué dans les communautés de développeurs de bout du monde, dont le Finistère par exemple. Et OVH, c'est le Cloud Nord. J'espère que vous connaissez OVH Cloud. On est les premiers providers européens de cloud et de hosting et les seuls à être dans le top 10 mondial. On est plutôt grand, on a des clients partout dans le monde, des data centers aussi en propre partout dans le monde et on a une gamme de produits assez extense. Donc oui, tout à l'heure dans la table ronde, j'entendais les trois grands cloud providers, c'est très bien, mais quand vous faites votre stratégie multi-cloud ou simplement quand vous voulez déployer une appli ou monter une infrastructure dans le cloud, plutôt que regarder systématiquement dans l'ouest des États-Unis, jetez un œil ce qu'on peut faire dans une boîte dérobée comme OVH Cloud. Je pense que vous serez épaté. Et on est là pour parler Kubernetes. C'est pourquoi j'ai voulu parler des opérateurs Kubernetes, parce que nous, on les utilise en production et ils nous sont bien aidés, ils nous aident bien dans le cadre de notre Kubernetes Manager. Donc, tout ça vient il y a 2 ans, on a sorti un Kubernetes Manager. C'était une demande de nos clients et donc on a voulu le sortir et on l'a sorti en nous basant sur ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire notre cloud public, que lui, il était construit sur OpenStack. L'avantage d'OpenStack, c'est que c'est un ensemble d'API qui nous permet de piloter l'infrastructure. Donc, il y avait beaucoup de choses qui sont nécessaires pour fournir un service Kubernetes Manager qui étaient facilitées de fait d'avoir les API OpenStack. Donc, on a construit notre Kubernetes, ça marchait très bien, c'est un Kubernetes Manager semblable à ce qu'on peut avoir chez des autres providers, il ne faut pas se tromper, avec quelques fonctionnalités sympas, un ratio prix et performance vraiment très très bon, un grand choix d'instances parce que tu as tous nos instances public cloud à choisir et un prix prédictible parce que tout à l'heure on parlait de ça dans la table ronde, les prix de trafic. Chez nous, le trafic, on ne les paye pas. Ce qui permet de donner à nos clients un prix facile à calculer. Tu peux savoir combien ça va te coûter par mois une infrastructure sur OVH Cloud. Donc, on avait notre Kubernetes et il fallait l'opérer. Et c'est là que nous, par construction, on a des équipes qui sont relativement petites et que c'est des équipes, on va dire DevOps, selon la philosophie que Giovanni parlait tout à l'heure à la table ronde, de tu le construis, tu l'opères. Nous, c'est ça à fond. Donc, il fallait quelque chose qui soit facile à opérer aussi. Opérer des microservices, voilà, on comprend bien l'idée, c'est compliqué parce qu'il y a plein de services, donc Kubernetes répond à ça. Mais opérer Kubernetes en soi, c'est une autre histoire. Kubernetes, il nous aide énormément quand il s'agit de microservices. Tu vas pouvoir faire quelque chose de déclaratif,
tu vas déclarer quel est l'état que tu souhaites et il va tout déployer pour toi. Là, jusqu'à là, c'est plutôt cool. Mais quand tu vas faire quelque chose d'extrêmement complexe, quand tu vas, par exemple, dans notre cas, déployer un cluster Kubernetes dans Kubernetes, mais pas un cas aussi extrême, tu vas déployer une infrastructure qui a plein d'éléments, tu vas déployer un cluster Kafka par ici, quelques applications web par là, quelques consommateurs qui vont ensuite taper sur des bases de données de l'autre côté. Là, cette idée-là de, bon, j'ai quelques fichiers YAML et il va me créer les objets derrière. Oui, ça marche, mais la complexité monte. Tu as plein de manifestes, tu as plein d'objets aumentants. Comment est-ce que tu fais une montée de version? Comment est-ce que tu garantis la cohérence de tous tes éléments? Comment tu fais un rollback quand il y a un problème? Toutes ces questions-là, oui, on peut les résoudre avec l'infrastructure déclarative, avec des petits manifestes YAML, mais ça pose problème. Et ça pose surtout problème quand tu veux opérer ça. Comment est-ce que tu fais les backups de bases de données dans ton Kubernetes, surtout si tu as de différents types de données? Comment est-ce que tu assures que les volumes, que normalement ça va être des volumes externes, sont bien synchronisés quand tu fais les backups, les côtés Kubernetes et les côtés volumes externes sont bien synchro et tu es capable de faire un restore sans perdre des données? Là, toutes ces questions-là ajoutent de la complexité. Et ça fait que quelque chose qui est censé nous faciliter la vie, oui, la facilite d'un côté, mais il la complique de l'autre. La complique du point de vue d'opérer ces Kubernetes. Il y a des choses qui aident à réduire ces complexités. Une, c'est utiliser un gestionnaire de paquets pour Ubuntu. Hey, j'ai envie de déployer un cluster Kafka. Plutôt que déployer tous les manifestes, j'ai une charte Helm, que c'est en gros l'équivalent au paquet Java sur Maven, au paquet NPM sur Node, ou simplement à des gros makefiles. Oui, en gros, c'est déclarer comment je vais monter mon infra complexe avec tous ces éléments-là. Et tous sont dans les bonnes versions, et tous sont préparés, configurés pour se combiner les uns avec les autres, et plutôt qu'appliquer 14 manifestes pour avoir ton cluster Kafka, tu appliques une charte Helm ou un autre type de paquet et tu as ton truc déployé. Et c'est plutôt cool parce que la complexité se réduit, parce que derrière, tu vas pouvoir aussi les partager, les répliquer. Quand tu dois faire un upgrade, tu es sûr que toutes les versions de tous les composants que tu utilises sont mises à jour en même temps. Si tu veux faire un rollback pareil. Donc là, tu vas énormément réduire la complexité pour une partie de tes tâches, c'est-à-dire pour réussir à déployer et à gérer les versions. Donc, quand Helm est arrivé côté Kubernetes, les gens étaient beaucoup plus sereins pour déployer des archives complexes sur Kubernetes. Dans mon exemple, si tu avais ton cluster Kafka, les clients web, les consommateurs qui tapaient sur les bases de données, tu faisais ta charte Helm pour ton architecture et tu la répliquais et tu travaillais ta charte Helm avant de faire l'upgrade de version. Tu faisais l'upgrade, si ça ne marchait pas, tu faisais le rollback et c'était plutôt cool. Mais il se trouve que cette partie-là, l'install et l'upgrade, ça fait qu'une petite partie de l'effort d'opérer un cluster Kubernetes ou d'opérer une infrastructure complexe en général. Ici à gauche, on a notre charte Helm qui est capable de faire install upgrade. Un vrai opérateur, un vrai ops, une personne humaine qui doit opérer ce cluster, à part tous les autres tâches de plus haut niveau, mais simplement pour l'opération en général, il doit faire cet install, cet upgrade, mais il doit aussi gérer le cycle de vie des applications. Il doit gérer aussi le cycle de vie, être sûr que tous les composants sont là, que tous les composants communiquent les uns avec les autres, qui est capable de vérifier s'il y a un problème, que les composants soient bien relancés, mais qu'une fois qu'ils sont relancés, que toute la machine est mise en route. Il y a des insights aussi, parce que ça implique que pour pouvoir faire les cycles de vie, tu monitores des choses, tu prends des logs, tu prends des métriques, mais savoir simplement que l'appli est vivante, ça ne suffit pas. L'idée, c'est un bon ops va regarder les logs, va regarder les métriques, va regarder les traces et va pouvoir te dire, tiens, là, il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Certes, ça n'impacte pas
les services de façon critique, mais on a quand même de lenteur et de latence là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de l'améliorer? Ça, c'est des insights. Et même mettre en place des autopilots, c'est-à-dire, par exemple, un auto-scaling digne de ce nom. Savoir, bon, à partir de ce niveau de charge, on va déployer d'autres instances. Et tiens, à partir de cet autre niveau de charge, on va pouvoir réduire. Tiens, ma base de données, il arrive à 80% de capacité disque, je vais augmenter de façon préventive. Tout ça, ça fait partie aussi des tâches. Ne pas devoir faire toutes ces actions à la main, à l'arrache, quand on t'appelle en astreinte à 2 heures du matin, mais pouvoir gérer ça d'une façon plus automatique et plus en avance. Donc, on voit que les chartes Helm sont relativement limitées. Ça nous aide, mais il laisse encore beaucoup de travail quotidien à ces ops-là. Et l'idée, c'est, on est sur Kubernetes. Kubernetes, c'est tout sur l'automatisation. On automatise, bah voilà, la gestion de tous ces containers qu'on va déployer soit dans un node, soit dans un autre. Si la charge augmente, on les change. S'il y a un problème, on les relance. Ça serait cool que l'opération même de ces clusters-là, tous ces types de tâches, puissent être aussi automatisés pour laisser à l'Ops du temps pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée, pas pour être devant son poste à gérer le cycle de vie des applis, à vérifier si le truc est tombé, comment on les relance, ou comment j'ai fait le backup des applis tous les matins, ou comment j'ai fait un script pour faire ça. Non, on les laisse faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ça serait bien si on suit la philosophie Kubernetes aussi pour opérer des choses qu'on installe sur Kubernetes. Mais c'est un peu ça l'idée derrière les opérateurs. L'idée derrière les opérateurs, c'est, hey, et si on essaye d'imiter ce que l'opérateur, les ops humains fait pour les tâches routinières, si on essaye d'apprendre ça, comment il fait les choses et codifier ces connaissances-là pour que Kubernetes puisse le faire lui-même et délester l'ops de ces tâches-là pour le permettre de prendre un rôle plus de SRE, on va dire, plus d'amélioration continue, plus de valeur ajoutée. On va laisser les tâches répétitives et routinières qu'on puisse donc automatiser à Kubernetes. Tout ça, c'est dans la même philosophie que souvent dans des talks, j'aime bien dire que Kubernetes devient ton stagiaire virtuel. C'est-à-dire, toutes les tâches que tu n'as pas envie de faire, que tu aimes parce qu'elles sont routinières, parce qu'elles n'apportent pas grand-chose, mais qui sont nécessaires, tu aimerais bien avoir un petit stagiaire à côté, le dire, tiens, ça c'est mon infra, tiens la description, tiens les instructions, tu t'occupes de ça, et moi je vais penser comment je peux améliorer vraiment, je vais me concentrer sur ces problèmes-là qu'on n'arrive pas à résoudre pour voir comment on peut les contourner, et je vais me délester de ces quotidiens-là. Cet stagiaire-là, en mode virtuel, c'est Kubernetes. Si tu l'expliques les choses, il va pouvoir s'occuper de ces quotidiens-là et il va te laisser à toi en tant que Ops, que sysadmin, que SRE, comme tu veux l'appeler, de temps pour t'occuper à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, cool, on va faire donc des opérateurs Kubernetes. Et comment on fait ça? On invente notre truc? Non, l'avantage de Kubernetes, c'est bien entendu que c'est très extensible. Donc, on va essayer d'étendre des choses qui existent sur Kubernetes, surtout les contrôleurs et les custom resources, pour créer des opérateurs Kubernetes. Attends, contrôleur, custom resources, c'est quoi tout ça? Bon, normalement, je vous dirais, vous pouvez aller regarder les super bouquins d'Aurélie sur Kubernetes où il explique plein de choses, mais il se trouve qu'il y a un peu de temps dans les talks, donc on va essayer de les regarder. Nous, qu'est-ce que c'est les contrôleurs Kubernetes? Là, dans mon dessin, vous avez vu, il y a un joli et de secondes. Pourquoi? Parce que quelque part, ça représente bien ce qu'il y a un contrôleur Kubernetes. Un contrôleur Kubernetes, c'est un control loop. C'est-à-dire, basiquement, c'est quelque chose qui va regarder ce que tu as déclaré que tu veux dans ton cluster, le desired state, et ce qu'il y a vraiment qui tourne dans ton cluster, le current state. Va regarder, va constater des différences, et s'il y a des différences, va essayer que l'état actuel se rapproche de plus en plus de l'état désiré. Basiquement, c'est ça. Elle surveille tout le temps et dès qu'il voit des écarts, il essaye de les corriger. C'est pour ça que la métaphore de l'œil de Sauron, je pense que
Ça résume la situation. On pourrait le dire, si on veut être plus dans la terminologie Kubernetes classique, que c'est un boucle de réconciliation. En gros, c'est la même chose. Il va en boucle observer les écarts entre les deux, observer les deux états, ensuite diff, constater les écarts, et ensuite agir. Agir pour réduire ces écarts. Pourquoi les contrôleurs sont importants? Parce qu'à la base, sous Kubernetes, ils font tout type de rôle. Hey, tu m'as dit que tu dois avoir 5 déploiements dans ton cluster. Et il y a des déploiements de l'appli 1, appli 2, appli 3, appli 4, appli 5. Je regarde, hey, Kubernetes, les différents kubelets, j'essaie de voir les objets, les schedulers. Et il me dit qu'il n'y a que 4, il manque un. L'appli 4 n'est pas là. Bon, je vais forcer qu'il déploie. Au niveau d'un déploiement, hey, tu me dis que tu as besoin de 100 réplicas. Oh mince, en regardant les pods, j'ai vu qu'il n'y a que 3. Il va falloir lancer un autre. Et tu m'as dit que tu as besoin d'un volume disque externe. Le volume n'est pas là, je vais essayer de le monter. Et tu m'as dit que si la charge n'est pas là, on réduit le nombre de pods. Je vais le faire. Tout en Kubernetes se base sur cette idée-là de il y a quelque chose qui était déclaré, il y a la réalité, il faut réduire les écarts entre les deux. Les custom resources, c'est la pierre angulaire de la extensibilité de Kubernetes. Et là, c'est aussi, pour moi, la plus grande force de Kubernetes. Tu as besoin d'adapter Kubernetes à tes besoins, à vraiment ce que tu veux. Tu peux toujours créer de nouvelles ressources, de nouvelles API Kubernetes pour modéliser ce dont tu as besoin. Donc, basiquement, le CRD va nous permettre de créer de nouveaux types de ressources Kubernetes, de la même façon qu'on a, on a les nodes, on a les pods, on a les déploiements, les services. Si j'ai envie d'avoir une nouvelle ressource, je peux toujours le définir, je peux l'appliquer, et là, à partir de ce moment-là, sur mon cluster, je vais avoir la nouvelle API correspondant aux nouvelles ressources, et je vais pouvoir interagir avec ces nouvelles ressources de la même façon que j'ai fait avec toutes les ressources natives. Et pourquoi les contrôleurs et les CRD nous ouvrent la voie à un opérateur Kubernetes? Bien, comme je vous disais, l'idée d'un opérateur, c'est représenter la connaissance de l'Ops humain, représenter, la codifier en soft pour que notre cluster puisse s'occuper de faire les tâches routinières de cet opérateur-là, à ces 5 niveaux. Exemple, parce que sans exemple, tout ça reste très abstrait. Un problème commun qu'on trouve sur Kubernetes, c'est quand on commence à mettre des bases de données. Je ne vais pas râler, après on me dit que je suis un râleur, mais à la base, Kubernetes était censé être stateless. Oui, à fur et à mesure, on a ajouté tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer des bases de données. En se basant sur des persistent volumes, des volumes disques externes, avec des persistent volume claims côté Kubernetes pour faire les liens entre ton cluster et ces volumes externes. Donc, oui, on a fait tout le nécessaire pour pouvoir déployer des bases de données. Mais il y a des choses qui, même aujourd'hui, sont pas évidentes. Une, c'est faire les backups et les restore d'une base de données sur Kubernetes. Nativement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des projets comme Velero qui peuvent t'aider, mais basiquement, ça devient un truc embêtant. Et donc, notre sysadmin, notre Ops, tiens, on a déployé sur mon cluster Kubernetes un PostgreSQL et un Redis. Va devoir préparer les backups de ça, c'est-à-dire, selon la façon comme on a déployé notre PostgreSQL, je vais devoir lancer des backups quotidiens que peut-être ils vont devoir arrêter la base pour faire une copie de la base dans les disques physiques, mais faire une copie des objets Kubernetes qui vont avec, à s'assurer que les deux copies sont en phase stockées, faire de temps en temps des tests de restore sur mon Redis aussi. Et comment j'ai fait pour ajouter de nouvelles instances à les clusters? Est-ce que je peux éteindre les disques physiques et donc modifier le volume claim ensuite pour détecter la nouvelle? Non, ou je vais peut-être ajouter d'autres disques physiques, d'autres volume claims et de nouvelles instances de base de données sur mon cluster. OK, pour mon Postgre, je sais le faire pour mon Redis. Et ça devient une série de tâches, comme je fais pour faire un sharding éventuellement, devient des tâches qui sont pas compliquées en soi, mais complexes.
et qu'il faut faire dans l'ordre et qu'il ne faut pas se louper et qu'il faut savoir faire des retours arrière s'il y a un problème quelconque. Et là, ces tâches-là, normalement, c'est un opérateur humain qui les faut, mais ça consomme du temps pour pas grand-chose. Moi, ce que je voudrais, c'est apprendre à Kubernetes à faire toutes ces tâches-là et que l'opérateur ne soit pas obligé de passer ses commandes ou de lancer les scripts et de vérifier ensuite les résultats. Pouvoir faire confiance à Kubernetes pour ça. Et donc, l'idée, c'est, on va essayer de, pour chacune de ces tâches-là, de la décrire façon Kubernetes, c'est-à-dire créer une ressource qui va bien, un CRD et un contrôleur qui fasse le travail. Encapsuler la connaissance. C'est-à-dire, OK, j'ai des types de bases de données, un Postgre, un Redis. Ça serait cool de définir ma base Postgre avec une ressource et peut-être chacune des instances de ma base Postgre dans la ressource. Là, c'est plutôt cool. Et ensuite, comment je fais un backup? Dans un contrôleur, je peux voir si c'est le moment de faire un backup. Dans les custom resources, je vais pouvoir configurer déclarativement. Je vais un backup par jour ou un backup par semaine. Le contrôleur va vérifier, ah tiens, c'est déjà le moment de faire un backup. Et dans le contrôleur, je vais essayer de configurer ce qu'il faut faire, d'expliquer via code les mêmes opérations que l'opérateur humain fait avec le même contrôle pour qu'il puisse faire tout seul un backup. J'ai envie d'ajouter une instance dans le cluster, je vais définir cette idée-là, une instance comme un CRD, le cluster comme un CRD, des conditions que je puisse définir dans les YAML de mon cluster. Et si l'occupation est plus que 80%, j'ai envie qu'en ce cas-là, on ajoute proactivement une instance. Et dans les contrôleurs, je vais spécifier comment on fait pour ajouter une instance. Pour faire un backup, pour ajouter une instance, pour faire un sharding, pour n'importe quelle opération de ce que j'ai envie d'automatiser, j'ai défini les objets dans le CRD et j'ai défini le comportement dans les contrôleurs. Et là, je vais avoir mon opérateur, parce que c'est basiquement son opérateur, un contrôleur ou plusieurs contrôleurs et plusieurs CRD qui mandent la main, codifient, émulent la connaissance de l'opérateur humain. Et tous les contrôleurs, tous les opérateurs ne sont pas pareils. Les opérateurs peuvent être plus simples et plus complexes. Ça veut dire qu'ils peuvent être plus matures ou moins. Il peut être plus ou moins capable de faire des choses. Si vous voyez, là, c'est mis en horizontal, mais c'est les 5 étapes qu'on avait tout à l'heure dans le schéma des tâches de l'opérateur humain, parce qu'ils étaient modélisés les uns sur les autres. Donc, les opérateurs peuvent avoir plusieurs phases, plusieurs niveaux de maturation. Un opérateur qui fait simplement des installs, en gros, fait même pas ce qu'une charte Helm est capable de faire, ou les installe et upgrade, ou qui va plus loin, qui gère les cycles de vie, qui gère aussi, qui est capable de, en fonction des logs et des métriques, détecter qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et corriger, tiens, on a le disque qui est plein avant d'avoir l'alerte via les insights, je vois ça, je vais pouvoir déclencher les opérations d'ajout disque. Tiens, je vois que le niveau de charge est très faible, je vais peut-être enlever quelques instances. J'escale jusqu'à pur autopilot, que c'est là quand il va pouvoir devenir plus proactif. J'ai besoin d'augmenter la taille de mon cluster là, selon les insights que j'ai besoin de faire un sharding, j'arrive à le faire. Donc, les opérateurs peuvent aller tous les loin que les personnes qui les programment ont envie de s'embêter à faire. Mais même des opérateurs en phase 2, phase 3 peuvent déjà simplifier énormément la vie de quelqu'un qui doit opérer un cluster. Écrire un opérateur, c'est compliqué. Oui et non. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais en général, à la base, la complication va être s'asseoir avec l'opérateur et essayer d'écrire quelles sont les tâches qu'on veut automatiser et comment on peut l'automatiser. Quelles sont les ressources déjà? Dans notre cas, base de données, j'aurais besoin d'une instance et d'un cluster pour chaque type de base, peut-être aussi d'autres objets. Et comment est-ce qu'on va surveiller ces objets-là? Déjà, dans mon objet base de données, j'ai besoin d'avoir
à la fréquence de backup, et donc dans mon contrôleur, il va falloir que je vérifie si le backup a été fait ou pas, OK? Donc, on va construire les objets, on va spécifier les ressources à surveiller, la charge des clusters, la charge disque, la dernière fois qu'on a fait un backup, et on va définir les actions que le contrôleur va faire. Et une fois qu'on a ça, la question c'est comment on les package. Et tout ça, ça dépend un peu de la techno employée. Il y a des frameworks pour nous aider. Un des plus simples et que je trouve que c'est bien pour construire son premier opérateur, c'est KubeBuilder. En gros, basiquement, ça va gérer toute la partie de construire de nouvelles CRD et donc de nouvelles API côté Kubernetes, d'une façon qu'en général n'ajoute pas trop de complexité. Ça peut être relativement facile de faire son premier contrôleur ou son premier CRD avec ça pour définir quelque chose qu'on veut ajouter dans les clusters. Après, si on a vraiment besoin de construire un opérateur compliqué ou si on commence à avoir plusieurs opérateurs dans son cluster, là, j'aime bien l'Operator Framework. C'est un projet open source, un framework open source pour construire et gérer les cycles de vie de ces opérateurs. C'est-à-dire, il y a un SDK pour construire les opérateurs, mais aussi il y a toute une notion de Lifecycle Manager pour gérer la version des opérateurs, pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les opérateurs, pour vraiment pouvoir se simplifier la vie dans la gestion de ces opérateurs. Et il y a un brick metering pour gérer et essayer de voir les performances et les possibles goulots d'étranglement de ces opérateurs-là. Derrière, quand on veut les construire, comment on les fait terre à terre? On peut les faire de trois façons différentes avec l'opérateur SDK. Première façon, en utilisant des chartes Helm. Tu as déjà une charte Helm, tu peux la transformer d'une façon relativement simple dans un opérateur. Ça ne sera pas un opérateur super complexe, mais ça va déjà t'aider. Ensuite, Ansible. Beaucoup de Ops aujourd'hui, ils sont habitués à utiliser Ansible. L'avantage, c'est que tu peux reprendre tout tes scripts Ansible et tu peux, en changeant la façon de faire, mais utiliser Ansible pour transformer tes scripts dans des opérateurs. Ou bien entendu, il s'agit de Kubernetes, tu peux simplement utiliser Go et tu vas faire tes opérateurs en Go. Là, en général, le choix entre Ansible et Go dépend du background des personnes qui vont construire l'opérateur, s'ils sont plus dans les côtés dev ou plus dans les côtés ops, plus habitués à coder de Go, plus habitués à coder de l'Ansible. Comme je vous disais, votre opérateur fait avec Helm, il va être limité. Il va s'occuper surtout de la partie install et upgrade. Avec Ansible et avec Go, vous pouvez faire des opérateurs de tous les niveaux de maturation, tous les niveaux de complexité, vraiment adaptés à vos besoins. Le Lifecycle Manager va vous aider à gérer plusieurs opérateurs dans votre cluster, gérer l'install, la mise à jour, les possibles incompatibilités. Donc, si vous avez un opérateur, ce n'est pas trop intéressant. Si vous avez 5, 10 opérateurs dans vos clusters, et là, je parle en plus de vos clusters en pluriel parce que dans ce cas-là, c'est presque sûr que vous avez plusieurs clusters. Là, ça commence à devenir intéressant pour les gérer. Aujourd'hui, il y a énormément d'opérateurs faits. En fait, la plupart des éditeurs commencent à se rendre compte que fournir une charte Helm, ça ne suffit pas. Une charte Helm, c'est relativement rigide. Et une charte Helm, ça t'aide au moment d'install, ça t'aide pas plus tard. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour un éditeur de fournir un opérateur. Et la communauté s'est rendue compte aussi. Donc, il y a plein d'opérateurs. Vous pouvez trouver un énorme catalogue d'opérateurs libres sur operatorhub.io. C'est un bon point de partie. Et simplement en regardant les premières, vous voyez qu'il y a des opérateurs pour, par exemple, pouvoir avoir un cluster AK dans ton Kubernetes, pouvoir mettre facilement et opérer en Apache Spark, pouvoir monitorer avec App Dynamics. Il y a plein. Donc, un conseil, avant de vous lancer, vous, dans la création de votre opérateur, regardez ce qui existe déjà. C'est aussi une bonne façon de regarder un projet semblable, d'apprendre comment créer un opérateur. Parce que, bien entendu, la première fois, il y a une courbe d'apprentissage. Et maintenant, dans les petits quarts d'heure qui me restent, je voulais vous raconter, et c'est la partie reste de la présentation,
comment et pourquoi on l'utilise concrètement chez nous, chez OVH Cloud. Le premier opérateur que nous, on a mis en production, c'est l'opérateur Arbor. Arbor, c'est un registre Docker, basiquement, un registre d'images qui fait aussi registre de charte Helm avec un composant appelé Chart Museum. Et nous, on a créé un opérateur pour Arbor et on l'a mis en open source, on l'a donné à la communauté derrière. L'histoire, c'est que nous, quand on a fait notre Managed Kubernetes, un des premiers besoins clients, c'était « Ouais, c'est très cool, vous savez, un Kubernetes Manager, ça marche d'enfer, mais nous, on veut déployer des images qui ne sont pas que des images publiques. Nous, on a notre savoir-faire dans nos images, c'est pour nos produits internes, on ne peut pas mettre ça dans un Docker App public. » Donc, ils nous ont demandé un registre privé, manager, bien entendu, parce que s'ils ne veulent pas s'embêter à manager un Kubernetes, ils ne veulent pas s'embêter non plus à manager un registre. Donc, on avait ce besoin-là, mais on avait besoin de le faire façon OVH Cloud, c'est-à-dire rapidement, facile à opérer parce qu'on n'a pas des équipes extensibles et on ne voulait pas ajouter de la charge à nos équipes et ajouter des problèmes d'astreinte et en profitant au maximum et en travaillant main dans la main, les deux avec les communautés open source. On a commencé à regarder ce qu'il y avait. Il y avait des produits à l'époque qui étaient bien avancés, Arbor et Portus, tous les deux s'appuyaient sur les briques open source de Docker Registry. Donc, ça semblait plutôt bien tous les deux. Les choix, on l'a fait dans les communautés, pour être honnête. Arbor avait beaucoup plus de traction. Il était en route pour devenir un projet officiel de la CNCF, de la Cloud Native Computing Foundation. Il y avait une charte Helm bien avancée. Portus, il y avait une communauté plus petite. Il manquait cette traction-là. On a dit, bon, on va s'appuyer sur Arbor. Et Arbor, derrière, en fait, c'est relativement complexe. Derrière, c'est un gros puzzle avec plein de briques différentes. Il y a des engines pour servir les fronts, il y a les briques Arbor en lui-même, il y a les Docker Registry, il y a des notaries pour essayer de scanner les images, il y a Chart Museum pour pouvoir mettre des chartes Helm aussi, il y a un PostgreSQL et un Redis pour stocker les données. Donc, c'est relativement complexe. Vous me dites, ouais, mais il y a une charte Helm, ça devrait résoudre les problèmes. Oui, si tu le déploies de façon standard. Oui, si tu le déploies dans ton cluster. Nous, on voulait faire ça pour des centaines, des milliers de clients et on voulait pouvoir mutualiser des briques et on voulait pouvoir tout customiser parce qu'on voulait réduire les coûts et donner les meilleurs services possibles. Donc, il y a des choses que la charte Helm et son instinct relativement rigide, ça ne nous suffisait pas. Et là, on était bien embêtés. Pourquoi? Parce que nos besoins, c'était, on voulait que la partie Arbor soit privée pour chacun des clients. Être sûr que le registre de chaque client soit absolument privé. On voulait pouvoir déployer tout, mais pas en ligne de commande, bien API pour pouvoir les mutualiser. On voulait que tous les toolings et tous les briques possibles, à part les registres et les données de chaque client, soient mutualisés pour pouvoir réduire les coûts, pour pouvoir réduire les prix que nous on demande de nos clients. On voulait pouvoir aussi utiliser des produits qu'on a déjà en mode as a service. On a un Redis et un PostgreSQL as a service. On ne voulait pas devoir monter de nouvelles instances, non, on voulait profiter de nos propres produits. Et on voulait utiliser aussi à notre contrôleur Ingress. Donc là, c'était des contraintes qui n'étaient pas possibles avec Helm. Et aussi, on voulait utiliser au maximum les outils Kubernetes. On s'est dit, dans ce cas-là, on va essayer d'utiliser Kubernetes au max, de pousser l'outillage Kubernetes. Donc, bien entendu, à part d'utiliser au maximum les airbags et les security policies et les validations des entrées pour bien garantir la différente isolation, même dans les briques qui étaient censées être partagées, on s'est dit, on va éteindre Kubernetes pour pouvoir proposer à notre Arbor de ne pas utiliser
une instance qui soit sur Kubernetes, mais se brancher sur des instances externes qu'on puisse piloter et qu'on puisse provisionner à la volée dans notre cloud, dans notre Postgres as a Service ou Redis as a Service. On va pouvoir aussi utiliser des webhooks et on se dit, attends, là on est en train de construire plein de briques et les construire à la main. Cool, ça va marcher, mais après quand on va vouloir déployer ça à l'échelle, bah, ça va être plutôt compliqué. Il y a quelque chose qui nous manque. Ce qui nous manquait, c'était l'idée d'automatiser tout ça. On avait besoin d'un opérateur dans lequel tous les nouveaux ressources qu'on était en train de créer, toutes ces nouvelles façons de faire et tous les différents composants de Arbor, on puisse les automatiser et déployer comme on déployer un nouveau Arbor pour un nouveau client, comme on déploie une ressource Kubernetes quelconque, l'administrer de la même façon et utiliser l'opérateur pour gérer cette administration-là. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'opérateur dans la communauté Arbor à ce moment-là. Ok, pas de problème. On a décidé de travailler avec la communauté. On a eu un petit débat en interne. On fait un opérateur pour nous, adapté à nos besoins. On travaille avec la communauté, on fait un opérateur Arbor communauté, on le rend à la communauté et nous, limite, on fait quelques briques à part pour nos besoins un peu spécifiques. Et le débat était vite tranché pour deux raisons. Première raison, philosophique. On fait de l'open source, on n'est pas là pour piller l'open source. Donc, quand on peut give back, quand on peut rendre à l'open source, nous, par philosophie, on veut le faire. Mais il y a aussi des pragmatismes, il ne faut pas l'oublier. Si on faisait notre propre opérateur, nous tout seuls, ça serait à nous de le maintenir et de le mettre en face avec les changements de version de Arbor. C'est un boulot monstre. Si on le fait avec la communauté, on sait qu'il va toujours être en face avec Arbor. On sait qu'il va être aussi soutenu par la communauté et on peut être partie active de ces communautés, aider à que les produits et les évolutions soient compatibles avec ce qu'on souhaite faire. Donc, on avait tout à gagner, philosophiquement et de façon pragmatique, à faire l'opérateur façon communautaire. Donc, on a commencé à construire notre opérateur, nos ressources et nos contrôleurs. Et là, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on avait envisagé, parce que Arbor, c'est vraiment complexe, il y a plein d'éléments et il y a plein d'étapes possibles à la création de Arbor pendant ces opérations quand il y a des erreurs. En plus, avec plein de dépendances externes, et les erreurs n'étaient pas du tout claires. Et là, on s'est dit, OK, on doit faire un opérateur, mais on ne va pas le faire en partant de zéro. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a plein de composants qu'on utilise, des config maps, des secrets, de la gestion des certificats, pour lesquels il y a des opérateurs qui aident. On a par exemple l'opérateur Cert Manager qui va nous aider énormément pour toute la partie gestion des certificats. Ça serait bête de refaire quelque chose d'équivalent au Cert Manager dans notre opérateur. Donc, on s'est mis à tout découper, on s'est mis à réutiliser un maximum de briques, remplaçant des choses qu'on avait pensé faire par des opérateurs existants, que si ce n'était pas à 100% pour notre besoin, mais il la couvrait à 90% et on était obligé de faire les 10% restants. On utilisait un maximum de composants, des éléments Kubernetes standards, comme vous voyez avec les config maps et les secrets, c'est que facilitait l'utilisation d'autres briques standards. Vu que nos équipes étaient plutôt d'un profil dev à la base, étaient plus à l'aise en Go, c'était vraiment plutôt de très bon en Go, on a dit on va le faire en Go, et on a défini, on a réduit la complexité à la base pour avoir un CRD et un contrôleur, et le reste s'appuyait sur des briques existantes. À l'époque, les operators SDK n'étaient pas aussi déployés que maintenant, et la team était partie sur KubeBuilder. Ils ont bossé pendant quelques semaines, voire quelques mois, et ils ont sorti l'opérateur. Et ils l'ont sorti main dans la main avec la communauté Arbor, et maintenant l'opérateur Arbor, ça fait partie des projets Arbor. Vous pouvez l'utiliser pour installer vos registres privés sans problème. Et donc, nous, on a des personnes qui ont travaillé dans les projets qui sont maintenant des maintainers de Arbor pour s'assurer que l'opérateur et Arbor restent en synchronie.
Et donc, c'est maintenant, ça fait partie de la communauté, vous pouvez les trouver là-bas. Nous, par contre, ça nous a permis de lancer très rapidement et avec une complexité réduite notre Managed Private Registry, qui éteint cet opérateur-là et nous permet de l'opérer avec la même team Kubernetes sans devoir avoir ajouté une charge de travail énorme à cette équipe-là. Donc, c'est un exemple de win-win que ça n'aurait pas été possible sans cet opérateur-là. Il me reste 5 minutes, je vais vous parler brièvement d'un autre qui n'est pas open source parce que ça semble un besoin très spécifique à nous, mais qui nous a permis de changer comment on gère le load balancing OVH, le nouveau load balancer qui est en train d'être construit, qui s'est utilisé déjà pour certains projets. Et donc, le load balancer, on est un cloud provider. Vous imaginez bien comme c'est critique pour nos infrastructures pouvoir faire un load balancing. Et on a une brique pour ça qui marchait parfaitement bien, basée sur des machines, serveurs dédiés, construits spécifiquement pour faire de load balancing. Et ces serveurs-là, plus de VGP, ça tout tournait à merveille, ça faisait un truc hyper robuste qui tenait super bien tout notre trafic. Mais, il y a mais, basé des hard spécifiques qu'il faut envoyer à nos 30 data centers d'un côté, et ensuite, c'était pas cloud ready. C'est-à-dire, on était encore avec des fichiers de configuration qu'il fallait modifier et mettre à jour. C'était notre stack load balancer legacy. Très, très performant, mais pas adapté quand il demande de créer 4 nouveaux load balancers pour ton cluster Kubernetes et 2 minutes après, tu effaces 2, tu ajoutes 4. C'était pas adapté et donc on s'est dit, OK, ça serait bien de faire à côté une pile load balancer cloud natif, construit dès le début pour être intégré dans les clouds, capable d'accepter de la mise à jour à la volée et qui puisse tourner sur n'importe quelle machine. Et c'est là on s'est dit, et si on le construisait sur Kubernetes, on aime bien nous construire des trucs sur Kubernetes parce que ça nous facilite la vie et ça nous facilite l'opération. Et si on avait chaque load balancer était un pod dans Kubernetes, ça pourrait marcher. Et donc, on a décidé de créer notre nouveau projet load balancer basé sur des HAProxy qui tournent chaque petit HAProxy dans son propre pod en allant l'entrée-sortie, mais en allant aussi une autre IP pour le configurer à chaud et des logs de métriques pour tout mesurer. Bien entendu, il fallait avoir des millions de ces load balancers, donc il n'était pas question de ne pas l'automatiser. Ce projet-là dépendait complètement de l'automatisation. Automatiser le déploiement et le cycle de vie d'une brique complexe comme ça, opérateur. Donc, on a décidé de faire notre opérateur pour ces HAProxy. Problème, là, sur notre pod, on doit avoir plusieurs interfaces réseau et complètement différentes, certaines ouvertes par l'extérieur et acceptant plein de trafic, d'autres ouvertes de l'intérieur pour la configuration et de retirant moins de besoin de trafic, mais donc là, on s'est basé sur un autre projet, Multi-CNI, CNI, c'est un projet Intel derrière, et là, ça nous permet d'avoir plusieurs interfaces différentes dans nos pods. Donc là, voilà, on a automatisé ça, ça va à base d'annotation, ça marche plutôt très bien. Et ensuite, il y avait la partie, mais comment est-ce que je peux changer? Je vous rappelle que HAProxy n'a pas une API pour changer la conf, c'est un fichier de conf et toi, tu veux un truc à la volée. Bon, et si mon API, il changeait les fichiers de conf de chacun de ces HAProxy à l'intérieur des pods? Ouais, ça pourrait marcher, sauf que par défaut, si on met nos fichiers de conf dans un config map, par exemple, HAProxy n'est pas notifié que ce fichier a changé. Il ne sait pas faire des autres reloading. Comment on surveille, comment on fait la partie à la volée de notre load balancer? Là, on s'est dit, on peut ajouter un contrôleur qui surveille la configuration et dès qu'il voit que la configuration a changé, il va faire un reload de HAProxy. Et là, comme ce n'est pas des HAProxy global, comme c'est un petit dédié à un client, la mise à jour, ça prend quelques millisecondes sans coupure de trafic. Donc là, c'est plutôt bien. Et donc, en faisant cet opérateur, en bien définissant nos ressources, HAProxy, les config maps, etc., et la tâche de contrôleur, on a pu automatiser la création et la gestion et la mise à jour
de nos châssis proxy. On a ajouté à ça des petits briques de monitoring avec un opérateur Vimium qui récupère tous les métriques et les logs et qui les envoie derrière vers notre plateforme Warten, donc pour gérer à l'échelle globale l'état de chacun de nos load balancers. Et voilà, le tour était joué. Donc, les premiers load balancers, on s'en allait en prod il y a quelques semaines et il va y avoir une deuxième étape où ça va se généraliser. Et pour l'instant, ça nous a permis de refaire une brique extrêmement complexe dans un temps court et surtout de profiter des savoir-faire qu'on a acquis avec Kubernetes pour nous simplifier la vie aussi dans ces briques-là. Et je pense qu'avec une petite minute d'avance, c'est cool, je m'arrête là. J'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer un petit peu les opérateurs Kubernetes et surtout que la prochaine fois où vous trouverez ce type de besoin, au moins ça fasse tilt et dire, ah tiens, on pourrait peut-être regarder si un opérateur ne serait pas la solution. Merci beaucoup en tout cas. Merci Horacio. Merci à toi. Alors, il y avait 3 questions. Alors, votre offre K8S managée va-t-elle être remplacée suite à l'annonce le partenariat Google et OVH avec non, pas du tout. En fait, sont très complémentaires. Notre offre se base sur un Kubernetes open source, c'est un Kubernetes vanilla. C'est aussi sur notre public cloud en mode pay as you go, instance public cloud. C'est vraiment adapté à une utilisation public cloud. Notre offre Anthos managé, c'est plutôt adapté à ce que nous on aime appeler private cloud ou private hosted cloud. C'est pas le même niveau de prix, c'est pas un pay as you go, c'est plutôt quand on a besoin d'avoir un Anthos, mais pour des segments dans lesquels côté Google, on ne peut pas pour des raisons réglementaires, par exemple des projets européens, des choses qui requièrent que les données soient stockées en France et à l'abri d'un Cloud Act. C'est un partenariat avec Google pour pouvoir offrir à des clients français et européens une façon d'utiliser Anthos compatible avec les réglementations, la GRDP et tout ça. Ok, très bien. Est-ce qu'OVH va proposer ses propres opérateurs pour manager ses services? Question de Laurent. Pour l'instant, non, parce que nous, on utilise plutôt nos opérateurs pour manager nos services. On n'a pas pensé, pour l'instant, à construire des opérateurs spécifiques pour des choses dans nos clients. Et quand on a pensé le cas de Arbor, on a préféré plutôt que les marketer, les proposer comme un opérateur OVH, jouer les jeux et que ça soit un full opérateur Arbor pour la communauté. Après, nous, en interne, on essaye de construire des opérateurs pour la plupart de nos services qui tournent sur Kubernetes parce que ça nous facilite la vie. Et ensuite, il peut y avoir des fois, on les met en open source, Arbor, des fois, on ne voit pas trop l'intérêt des load balancers et des fois, on ne sait pas encore, comme pour les node pools qu'on a fait, desquels je n'ai pas parlé, mais qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps. Et dernière question, après on te libère. Comment est-ce que vous avez conjugué le fait de distribuer en open source l'opérateur tout en ayant besoin d'utiliser vos services PaaS, Postgre, etc. Question d'Alexis. Parce que l'opérateur, exactement, l'opérateur, on a décidé de le construire pour qu'il soit générique. Et c'est là que j'ai dit qu'il y avait une discussion en interne. Ça aurait été plus facile et plus rapide de construire l'opérateur lié à nos services PaaS. Et là, on n'avait rien à faire. Mais si on voulait que ça soit pour la communauté, il fallait qu'il puisse se brancher autant sur des PostgreSQL et Redis sur Kubernetes que sur des PostgreSQL et Redis externes et qu'il puisse avoir une façon d'ouvrir au provisioning de ces trucs-là. Et donc là, il fallait les rendre génériques. Et nous, notre opérateur, on a fait l'effort de les rendre génériques pour que la communauté puisse l'accepter. Ça implique qu'effectivement, il y a d'autres petits briques pour faire exactement ce qu'on veut pour nos besoins. Mais du coup, on préfère les faire à côté de ces petits briques et ne pas encombrer l'opérateur open source avec ça. Ça marche. Merci beaucoup, Horacio. Merci à toi, merci à vous. Tu restes dans les parages si les gens ont des questions. Bien ou pas. entendu. Voilà, n'hésitez pas à aller le Bien entendu. contacter sur une table.
Donc on libère Voilà. le live et on se rejoint à 40 de mémoire pour Julien Dubois. À tout de suite. À tout de suite.